Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. « 30 juillet 1830. La Révolution a triomphé, mais elle est déjà en péril. Les fusils sont vides, car la poudre manque. Si Charles X riposte, le massacre sera sanglant. Paris est en ébullition. Voilà 3 jours qu'Alexandre Dumas s'est jeté à bras-le-corps dans la Révolution et propose d'aller chercher cette poudre qui manque aux révolutionnaires à Soissons. Lafayette, lui ayant signé un ordre, Dumas s'embarque avec quelques proches dans une voiture, accroche un drapeau tricolore et se dirige promptement dans la cité du Vase. À Soissons, pistolet au poing, il tire du sommeil le directeur des entrepôts de la ville. Comme ce dernier rechigne à la tâche, Dumas s'arme d'une hache et détruit la porte. La poudre est donc chargée dans la voiture et à l'aube, les héros frôlent les pavés parisiens. À leur arrivée, Lafayette embrasse Dumas, l'écrivain, l'aventurier. À tout juste 28 ans, ayant déjà une grande renommée, ayant écrit 2 pièces, dont l'une a obtenu un succès triomphal, jouée au théâtre français en présence du duc d'Orléans, la vie du jeune Alexandre commence à peine. À Saint-Domingue, en 1762, une esclave travaillant au mât donne naissance à un enfant prénommé Alexandre, comme son père, monsieur Alexandre David de la Pailletterie. Mais ce dernier ne souhaitant pas reconnaître l'enfant, Alexandre aura donc pour nom celui de sa mère, du mât. Mais monsieur de la Pailletterie retourne en France, il emmène avec lui son fils. Celui-ci devient soldat de la République et se marie à Marie-Louise Labouret, une jeune fille de Villers-Cotterêts. De cette union naissent 2 filles, dont l'une décède en bas âge. Alexandre gravit les échelons très rapidement jusqu'à devenir général de division en 1794. Le 24 juillet 1802 naît Alexandre Dumas, ayant le même prénom que son père. Le 28 février 1806, le père du jeune Alexandre meurt d'un cancer de l'estomac. Alexandre a 4 ans. Résidant dans une modeste demeure à Villers-Cotterêts, Madame Dumas s'occupe seule de ses enfants grâce à une maigre pension et aux revenus d'un bureau de tabac. À l'école, Alexandre, qui a 5 ans, sait déjà lire, dévore chaque ouvrage se trouvant devant ses yeux, notamment grâce à la bibliothèque de son tuteur, Monsieur Collard, qui habite le château voisin de Villers-et-Long. Le 12 juin 1815, perché sur une borne de relais-poste, Alexandre aperçoit ébahi Napoléon et sa berline impériale rejoignant son armée à Villers-Cotterêts. Il ne verra que le buste de l'empereur. Après la chute de Napoléon et le retour des Bourbons, Alexandre se voit dans l'obligation de travailler, sa mère ne pouvant plus lui faire poursuivre ses études. Il œuvre comme saute-ruisseau chez un notaire, à Villers d'abord puis à Crépy-en-Valois. Son allure est gaillarde, avec des yeux bleus, ayant une force physique imposante, ne craignant personne à la lutte, à la course ou à la chasse. Ses longs cheveux bouclés devenus crépus et son teint café au lait ne laissent pas indifférente la gente féminine. Un jour, se rendant à Soissons pour assister à une représentation d'une œuvre de Shakespeare, il en ressort avec des étoiles plein les yeux et l'émerveillement au cœur.
lui aussi fera du théâtre. En attendant, il crée à Villers-Cotterêts, dans le grenier du menuisier, une école de théâtre. Bien entendu, il se sent attiré par Paris et ses théâtres. Il y fera même une fugue de 5 jours en compagnie d'un ami. Durant ce séjour, il rencontre le célèbre comédien Talma, et de par cette rencontre, il se décide à franchir le pas et se lancer dans l'aventure littéraire. Revenu à Villers-Cotterêts, il supplie sa mère de le laisser tenter l'expérience parisienne et de quitter le domicile. À peine arrivé dans les rues de Paris, se démenant comme un diable, et sur les recommandations du général Foy, il entre, grâce à sa plume, au secrétariat du duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe. Alexandre retourne à Villers pour annoncer la nouvelle à sa mère et pour dire adieu à sa maîtresse, Aglaé. Sa nouvelle vie parisienne se dessine entre le travail consciencieux du jour et les sièges des théâtres dès la nuit tombée. Dans le bois de Meudon, un dimanche, Alexandre fait la rencontre d'une lingère, Catherine Labbé. Il lui fait la cour et bientôt partageront la même couche. Le 27 juillet 1824, de cette union, va naître un petit garçon prénommé Alexandre Dumas fils. Après plusieurs tentatives infructueuses au théâtre, Alexandre présente une nouvelle œuvre, Christine, à Charles Nodier. L'enthousiasme de Charles Nodier est tel qu'il écrit à son ami Taylor, directeur de la Comédie Française, ces quelques mots. Je déclare sur mon âme et conscience que Christine est une des œuvres les plus remarquables que j'ai lues depuis 20 ans. Alexandre va alors crier sa joie chez sa nouvelle amie et maîtresse, Mélanie Waldor, une jeune mère de famille, s'étant donnée à lui dans un fiacre le 12 septembre 1827. Dumas décide de s'installer près d'elle, partageant son temps entre le Palais Royal, Marie-Christine et Mélanie. Taylor, le directeur de la Comédie Française, fait finalement lire la pièce Christine au comité de lecture du Théâtre Français qui l'approuve. Mais la pièce n'est pas représentée pour cause de censure et de nombreuses jalousies. Alexandre continue alors ses travaux littéraires et écrit Henri III et sa cour. Les mêmes écueils se poseront, mais cette fois l'œuvre sera jouée. Avec audace, Alexandre demande avec insistance au duc d'Orléans d'assister à la première représentation, qui accepte. Le grand jour arrive, la salle est comble. Les grands noms parisiens se sont réunis et donné rendez-vous à cette première et attendent le lever de rideau. Au baisser de rideau, le public est conquis. L'accueil est triomphal. Les princes se lèvent, Victor Hugo et Vigny viennent serrer la main de Dumas. Lorsque l'auteur est nommé, le duc d'Orléans qui est debout ôte son chapeau. Nommé bibliothécaire adjoint au Palais Royal, Alexandre poursuit toujours ses deux passions, l'amour et le théâtre. Les deux se mêlent et s'en mêlent grâce à l'actrice Mademoiselle Georges dont il fait sa maîtresse. Le lendemain de la deuxième représentation de Christine, il entend, place de l'Odéon, une jeune femme criant « Monsieur Dumas !» venant d'un fiacre. Il s'avance, ouvre la portière et devant ses yeux se trouve l'actrice Marie Dorval, lui demandant promptement de monter à bord avec ces mots « Eh bien, montez ici et embrassez-moi !» Les choses vont lentement avec Marie Dorval et entre-temps, il fait de l'actrice Belle Krelsamer, son amante, qui fait ses débuts au théâtre dans Henri III et sa cour. Une année plus tard, Dumas et Belle Krelsamer auront une petite fille qui se prénommera Marie Dumas. Mais le scandale est proche. Mélanie attend également un enfant. Mélanie décide donc de fuir Paris pour se réfugier à Nantes. Le 28 juin 1830, Paris est en ébullition. Le trône chancelle. Dumas saute de son lit, pose son fusil sur son épaule et fait le garde dans les faubourgs parisiens, traversant les barricades. Soudainement, une illumination prend forme à ses regards. Je m'arrêtai tout étourdi, croyant avoir mal vu, et me frottant les yeux, le drapeau tricolore flottait sur Notre-Dame, disait-il. Libéral depuis toujours, son sang ne fait qu'un tour et se jette tout entier dans la Révolution. Il est sur tous les fronts, criant, haranguant les foules populaires,
appelant aux armes et à la liberté. D'un côté, il préserve la cuirasse de François Ier à Marignan, dans une armurerie qui est en train d'être pliée, et d'un autre côté, il lance des appels incessants à la révolte populaire et tente de rallier les soldats du roi à la cause de la Révolution. Il s'implique totalement aux élans révolutionnaires en rédigeant des faux, en fondant le plomb des gouttières pour en faire des cartouches. Après l'affaire des poudres à Soissons et l'arrivée de munitions à Paris, Charles X s'abdique et se voit contraint à l'exil. La révolution de juillet 1830 dépérit lentement et arrive au pouvoir le duc d'Orléans sous le nom de Louis-Philippe. Par la voix du canon d'alarme, la France appelle ses enfants. Allons, dit le soldat aux armes, c'est ma mère, je la défends. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Nous, amis qui loin des batailles, succombons dans l'obscurité, vouons du moins nos funérailles à la France, à sa liberté. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie, c'est le sang le plus beau, le plus digne d'envie, c'est le sang le plus beau, le plus digne d'envie. Alexandre Dumas a tout juste 28 ans et le chef de file du théâtre romantique considéré comme le rival de Victor Hugo, mais les deux hommes sont amis. Il a été un des acteurs de la dernière Révolution et devient un proche du nouveau roi des Français. Sa vie commence à peine. Le 25 décembre 1830, après avoir trop longtemps dormi chez sa maîtresse Belle Krelsamer, Dumas est en retard à un rendez-vous dans la cour des Tuileries avec les autres membres de la garde nationale. Ce 25 décembre est le jour pour offrir les vœux de bonne année au roi. Montant seul dans la salle d'audience, il franchit la porte. Dès son entrée, Louis-Philippe s'exclave et dit tout haut : « Ah, Dumas, je vous reconnais bien là !» Dumas, interloqué, regarde le roi qui ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Autour de lui, tout le monde hurle de rire sans discontinuer. Dumas s'échappe, très étonné. Il apprendra très vite que la garde nationale a été dissoute la veille. Dans tout Paris, la rumeur enfle que Dumas est venu voir le roi en costume afin de protester contre la dissolution. Il hausse les épaules, préférant se concentrer sur sa nouvelle œuvre, Napoléon, qui aura un grand succès. En février 1831, il quitte son poste de bibliothécaire. Belle Krelsamer accouche et il achève l'écriture d'une autre pièce, Antony, qui fait allusion de façon posthume à ses relations passionnelles avec Mélanie Waldor. Antony aura un accueil vibrant. Lors de la première, au baisser du rideau, les spectateurs montent sur leurs fauteuils, hurlent les noms des comédiens. Marie Dorval, l'actrice principale, est submergée par l'émotion. Elle rit, pleure, embrasse tout le monde. Dumas, de son côté, est emporté dans un tourbillon. On lui arrache ses boutons, ses basques, ses habits. Il n'entend plus rien, ne voit plus rien, happé par la gloire, le bruit et la fureur. Un soir, lors d'une autre représentation, dans un théâtre différent, la pièce Antony est jouée. Mais après le coup de poignard et juste avant l'ultime et illustre réplique de l'amant au mari « Elle me résistait, je l'ai assassiné », soudain le rideau se baisse. Le public crie, hurle, proteste, voulant connaître le dénouement. Le rideau se lève à nouveau. Marie Dorval reprend sa pose, mais Bocage, le comédien interprétant Antony, refuse de retourner sur les planches, furieux que sa chute ait été manquée, préférant rester cloîtré dans sa loge. L'atmosphère dans la salle tourne pratiquement à l'émeute. Marie Dorval se lève, s'avance jusqu'à la rampe, faisant face à face avec le public, et dans le plus grand des silences, elle s'écrie
Messieurs, je lui résistais, il m'a assassiné, faisant parler le personnage depuis l'au-delà. Après le triomphe d'Antony, il présente 2 pièces, Charles VII, puis Teresa, qui se révéleront des demi-succès. Il tombe malade du choléra dès le début de l'épidémie de 1832. Au début du mois de juin 1832, après l'enterrement du général Lamarque, de nombreux soubresauts révolutionnaires se font ressentir dans la capitale. Dumas y prend part. Le 9 juin, une information est dévoilée dans un journal. Alexandre Dumas aurait été arrêté avec une arme à la main, aurait été jugé puis fusillé dans la nuit. Cette fausse annonce se répand comme une traînée de poudre dans Paris, ce qui ne manquera pas à Dumas de garder un certain humour en écrivant. D'ailleurs, la conviction du rédacteur était grande. Pour la première fois, il disait du bien de moi dans son journal. Il était donc évident qu'il me croyait mort. Je courus à ma glace, me donner à moi-même des preuves de mon existence. Mais la palme de l'humour décapant revient à Charles Nodier en faisant transmettre ces quelques mots à Alexandre Dumas. Je lis à l'instant dans un journal que vous avez été fusillé le 9 juin à 3h du matin. Ayez la bonté de me dire si cela vous empêcherait de venir dîner chez moi ce soir avec nos amis habituels. Après un voyage en Suisse de quelques mois, Dumas est de retour en France. Profitant d'un appartement inoccupé voisin du sien, il décide d'organiser un gigantesque bal de 200 invités. Les murs sont décorés par des amis peintres et 2 orchestres feront jouer leurs notes. À 9h, les premiers invités franchissent le seuil de la porte. Rossini est costumé en Figaro, Mademoiselle Georges en bergère, Granville en pape, Delacroix en Dante, Paul de Musset en russe. Sont également présents Gérard de Nerval, Charles Nodier, Eugène Sue ou encore Victor Hugo. Il y a également de nombreuses anciennes et nouvelles maîtresses de Dumas, notamment Ida Ferrier, une jeune actrice cultivée aux yeux noirs et aux boucles blondes. Après la formidable pièce Kean, en 1836, Dumas est embastillé 1 semaine pour avoir refusé de servir dans la garde nationale, ressuscité par Louis-Philippe. Les succès théâtraux s'enchaînent avec les œuvres Angèle, puis Mademoiselle de Belle-Île, mais également Les Échecs, avec la pièce Léo Burckhardt, composée en collaboration avec de Nerval. Tout se succède à une vitesse inouïe. Le 1er février 1840, il épouse à Paris Ida Ferrier. Le contrat de mariage stipule que la mariée, Ida Ferrier, apporte en dot 120 000 francs. Elle n'a aucunement cette somme et n'avance donc aucun premier sou, ce qui aura une relative importance pour la suite. Le couple va séjourner 1 année à Florence, mais le train de vie luxueux et fastidieux se révèle trop important pour leurs revenus. Il leur faut donc passer d'un palais princier à une plus modeste maison. Mais cela n'empêche aucunement à Dumas de devenir l'ami intime de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. Un jour, le fils de Jérôme Bonaparte, Napoléon, neveu de l'empereur, emmène Dumas faire une excursion en bateau à l'île d'Elbe, lui montrant en passant une magnifique île, l'île de Monte Cristo. Pour remercier Napoléon de cette riche visite, Dumas dit à son compagnon « En souvenir de vous, je donnerai le titre de l'île de Monte Cristo à mon prochain roman. » Quelques jours après, la nouvelle de la mort accidentelle du duc d'Orléans vient à sa connaissance lorsqu'il se trouve chez le roi Jérôme Bonaparte. Adorant le duc d'Orléans, il ne peut retenir ses sanglots, se tourne vers Jérôme et lui dit « Permettez-moi, sire, de pleurer un Bourbon dans les bras d'un Bonaparte. » Il se précipite naturellement à Paris. Notre-Dame est couverte de tentures noires et 30 000 cierges brillent. Il y a tant de monde qu'il ne peut se recueillir près du cercueil du défunt. Après sa pièce Halifax, le 2 décembre 1842, Dumas prend la décision de se consacrer un peu plus encore aux romans feuilletons. Ces romans feuilletons, qui ont une formule miracle à la toute fin d'une œuvre pour faire languir les lecteurs et leur donner envie de connaître la suite. Cette formule est devenue si célèbre qu'elle le restera encore près de 200 ans après, en écrivant à la fin d'un roman la suite au prochain numéro. Le triomphe est assuré.
Le 45 rue de la Chaussée d'Antin, où réside désormais le couple, devient la maison des succès romanciers pour Alexandre Dumas. Durant 2 années fabuleuses, il va concocter chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, la Reine Margot, 20 ans après, le Chevalier de Maison Rouge et la Dame de Montsoreau. Son collaborateur, Auguste Maquet, lui est d'une grande importance et d'une grande aide, par exemple en lui faisant découvrir le personnage de D'Artagnan. À Port-Marly, en Seine-et-Marne, Dumas achète un petit domaine qu'il fait agrandir pour y construire un temple à sa gloire, dans la démesure la plus excessive. Un invité venu lui rendre visite et observer les avancements des travaux, ayant demandé au cocher de la gare s'il connaissait la maison de Monsieur Dumas, le cocher ayant alors crié à son cheval « cocotte, chez Monte Cristo !» Par cette anecdote, Dumas décide de baptiser sa demeure le château de Monte Cristo. Le 27 juillet 1847, il inaugure son immense maison en compagnie de 500 convives. Sa femme Ida s'éloigne de plus en plus de lui et décide de quitter son mari pour rejoindre son amant, le prince de Villafranca, en Italie. N'ayant que la plume pour fortune, Dumas travaille d'arrache-pied pour payer les travaux faramineux de sa demeure. Il fait un voyage en Algérie, puis à son retour, il décide de faire construire un théâtre à Paris, qui doit, l'espère-t-il, lui rapporter une fortune. Y sont jouées des pièces de grands auteurs du romantisme et des œuvres que Dumas tire de ses romans à succès. Avec la Révolution de 1848, Dumas retrouve ses rêves d'homme politique qui se solderont tous par des échecs. En ces temps troublés, les clients passent de moins en moins la porte de son théâtre et il se retrouve sous une montagne de dettes. Il décide de vendre tout ce qu'il possède, en premier lieu son immense maison. Dans le même temps, il apprend qu'Ida, sa femme, lui réclame 147 608 francs et 74 centimes, ce qui correspond au remboursement de sa prétendue dot avec les intérêts. Ida réclame la restitution de cette dot alors qu'elle n'a jamais avancé un seul sou. Les difficultés et les peines s'accumulent. Marie Dorval, qui est effondrée par la mort de son fils Georges, appelle Dumas, car, dit-elle, ne veut pas mourir sans le revoir. Elle se sent mourir bientôt, mais elle est ruinée. Marie ne souhaite pas mourir dans la fosse commune, ce qui l'éloignerait pour toujours de son petit Georges enterré. Elle supplie Dumas de payer son propre enterrement et sa concession. Il accepte malgré ses importantes dettes, en raclant ses fonds de tiroir et en demandant à ses proches de lui prêter de l'argent. Marie Dorval meurt durant l'année 1849. Poursuivi par ses créanciers, Dumas décide de fuir et de s'exiler à Bruxelles pour rejoindre son ami Victor Hugo. Le jour où Hugo est expulsé de Belgique, Dumas l'accompagne à Anvers jusqu'à la gare. Hugo, dans les Contemplations, écrira « Je n'ai pas oublié le quai d'Anvers, ami. Toi debout sur le quai, moi debout sur le pont, vibrant comme de luttes dont la voix se répond. » Malgré ses difficultés financières, Dumas ne peut tenir à sa place. Après un nouveau voyage en Italie, en compagnie de sa maîtresse Isabelle, une jeune actrice, il fait d'incessants allers-retours entre Bruxelles et Paris. Il y revoit son fils, Alexandre Dumas, fils, qui marche sur les traces de son père, connaissant la gloire, avec la dame aux camélias. En 1854, il revient à Paris pour y publier ses mémoires et fonde Le Mousquetaire, un journal dont son ami de Nerval donne le poème El Desdichado. À 53 ans, Alexandre Dumas a une nouvelle maîtresse, Emma Manoury-Lacour. Une naissance scelle cette union. Dumas a désormais presque autant d'enfants que de pièces de théâtre. En 1860, lors d'un voyage en Italie, il y fait la rencontre de Garibaldi, un révolutionnaire italien qui sera un artisan de l'unité italienne. À Turin, il suit Garibaldi dans ses actions.
Revenant à Marseille, il affrète un bateau pour suivre l'avancée des troupes révolutionnaires en Sicile. Le mercredi 9 mai 1860, le bateau nommé l'Emma quitte le port. Rajeuni de 30 ans, Dumas, comme en 1830, chasse Loup Bourbon, distribuant des munitions et des armes à tous les sympathisants de Garibaldi. Il fonde un journal, l'Independente, un journal ultra-garibaldien. Nommé directeur des musées et des fouilles, il est nourri et logé au palais Chiaramonte. Sa dernière fille, Michaela, dont le parrain est Garibaldi, naît d'une union avec la très jeune Émilie Cordier. En 1864, il retourne à Paris et retrouve ses amis Théophile Gautier et Georges Sand. Mais les difficultés refont surface, avec des problèmes financiers et des problèmes politiques liés à la censure. Une existence d'errance se dessine pour Dumas, qui prend la destination de l'Allemagne, de Prague ou encore de Budapest. Mais un nouveau scandale éclate en 1867. Un cliché photographique de Dumas le montre au bras d'une très jeune femme. Dumas assis en manche de chemise avec sur ses genoux cette jeune fille. Il a alors 65 ans. Alexandre Dumas fils aura cette phrase sarcastique pour s'excuser des faits de son père. C'est un grand enfant que j'ai eu quand j'étais petit. Début mars 1869, lors d'une répétition de sa création, Les Blancs et les Bleus, Dumas a un grave malaise. Il s'octroie quelques jours de repos, mais sa main commence à trembler. Son fils s'inquiète, mais il lui répond « Que veux-tu ? Elle est tellement habituée à travailler que quand elle m'a vu lui faire de l'injustice de dicter au lieu d'écrire moi-même, elle s'est mise à trembler. » Dumas passe l'été à Roscoff où il rédige un grand dictionnaire de cuisine. De retour à Paris, il assiste à une représentation d'Hernani et il voit dans cette salle un jeune homme qui pleure devant cette pièce. C'est sa jeunesse que Dumas revit à cet instant. Il se remémore ce moment de sa jeune existence pleine de rêves où il découvre, les yeux éblouis, une représentation de Shakespeare à Soissons. En pensant à ce jeune homme, ému aux larmes devant cette pièce, Dumas dit « Il pleurait à chaudes larmes et c'était un spectacle étrange de voir cette grosse tête crépue et blanchie, remuée par sanglots. Ce jeune homme sanglotant s'appelle Anatole France. Le flambeau et les flammes littéraires sont donc transmis. » En avril 1870, un abcès à la bouche le contraint au silence durant quelque temps, mais l'envie de voyage est encore présent et s'échappe donc à Séville. À son retour en France, la guerre est déclarée entre la France et la Prusse. Il rejoint son fils à Dieppe et en arrivant, il dit « Je viens mourir chez toi ». Entouré par ses enfants et petits-enfants, Dumas vit les derniers souffles de sa vie. Tandis que l'armée prussienne arrive aux portes de Dieppe, Dumas meurt sans souffrance à 10 heures du soir. Alexandre Dumas demeurera comme le plus insatiable et le plus démesuré des écrivains français. 90 pièces de théâtre, près de 200 romans et nouvelles, 29 volumes de mémoires ou de carnets de voyage, 7 journaux, 34 maîtresses officielles et certainement autant d'enfants. Il a connu la richesse, dépensé des millions mais perdu presque autant. Son influence fut considérable dans les domaines du roman, du théâtre et du journalisme. Ogre à la plume de génie, il s'est tout accaparé et a tout dévoré.
Pionnier du mouvement romantique, Alexandre Dumas fait jouer Henri III une année avant Hernani de Victor Hugo. C'est Dumas, nouvelle arrivée dans le monde littéraire, qui instaure ses lettres de noblesse au drame romantique, à la comédie française. C'est lui qui impose un duel contre le néoclassicisme. Dès ses débuts, Dumas réussit à établir un rythme effréné pour ses spectateurs, ne leur laissant aucun répit, aucun temps mort. C'est très frappant dans Antony, où la tragédie quitte l'Olympe pour se retrouver dans la bourgeoisie contemporaine, où se mêlent l'adultère et l'assassinat. Dumas se hisse au sommet du mélodrame avec la tour de Nesle. Et le public, conquis, se bouscule pour assister au coup de théâtre à foison. Avec la pièce Kean, Dumas frôle le sublime et la modernité. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre l'adaptera en 1935. Parmi les autres succès théâtraux, on peut notamment citer Angèle, Un mariage sous Louis XIV, Les Demoiselles de Saint-Cyr, La Reine Margot et Le Chevalier de Maison Rouge. Ce dernier, qui est splendide, est d'une vérité révolutionnaire effrayante pour Honoré de Balzac. Du côté des romans, Le Chevalier d'Harmental, datant de 1843, reste incomparable. Comme l'écrit Henri Clouard, jamais Dumas n'a dépassé cette réussite d'équilibre entre l'histoire et le roman. Un coup d'essai qui fut un coup de maître au final. Mais Dumas ne va pas en rester là. Et suivront 3 chefs-d'œuvre. Les 3 Mousquetaires, 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne. Dumas écrit un autre chef-d'œuvre en 1845 ayant pour titre Le Comte de Monte Cristo. Cette œuvre somptueuse reste dans l'imaginaire des lecteurs du monde entier. Le récit d'une justice humaine par la vengeance en fait l'un des romans les plus palpitants jamais menés dans la littérature française. Dumas a réussi à transformer le roman feuilleton en un immense roman de mœurs par la psychologie des personnages et l'atmosphère pesante parisienne. Le roman de mœurs s'élève jusqu'au mythe. L'amour de l'impossible est partout chez Dumas. Mon premier désir est toujours illimité, ma première inspiration est toujours pour l'impossible. Seulement, comme je m'y entête, moitié par l'orgueil, moitié par amour de l'art, j'arrive à l'impossible, disait-il. D'ailleurs, comme l'écrivait Gilbert Sigaud, l'impossible, c'était d'écrire d'Inger un roman où se mêlent tant d'enchantements, c'était d'écrire Le Comte de Monte Cristo. Les autres grands romans de Dumas ont pour titre La Tulipe Noire et le cycle des Mémoires d'un médecin qui regroupe Le Collier de la Reine, Joseph Balsamo, Ange Pitou et la Comtesse de Charny. Dans l'œuvre de Dumas, il y a pléthore d'écrits à caractère autobiographique, des récits de voyage comme Impression de voyage en Suisse, L'excursion sur les bords du Rhin ou encore Une année à Florence et également Les impressions de voyage en Russie. On y trouve ses mémoires qui s'arrêtent en 1833. Et enfin divers écrits comme Causeries, Bric-à-brac, Souvenirs dramatiques. Historien par ses romans et ses pièces de théâtre, Dumas est en même temps un historien plus traditionnel dans sa forme avec César ou Louis XIV et son siècle. Il a également écrit un voyage concernant l'art culinaire qui se nomme Le Grand Dictionnaire de cuisine, où l'on apprend que la cuisson d'un poulet est une cérémonie, que la salade sans une quinzaine d'ingrédients n'est pas une vraie salade, qu'il faut ôter son chapeau en parlant de truffes, et que la trompe d'éléphant a le goût de bœuf bouilli. Le grand talent de Dumas est de savoir capter l'attention des lecteurs. Il a le génie de la distraction, ce qui implique de la clarté, de la profondeur et de la chaleur dans son œuvre. Par cette facilité à conter la vie, par son don du mouvement et de la description, Alexandre Dumas restera l'un des plus grands auteurs français. Esprit du ciel,
laisser tes pieds d'ange au dur caillou de l'innocent des humains, au dur caillou de l'innocent des humains. Ne crains-tu pas qu'un parfum ne dévoile ton origine à ceux qui te verront, ou que le vent qui soulève ton voile ne fasse luire une étoile à ton front, ne fasse luire une étoile à ton front. À cette voix alors obéissante, entre mes bras mon ange glisserait, et ma faiblesse à te suivre impuissante, du regard seul sur tes pas volerait, du regard seul sur tes pas volerait. Car pour monter aux voûtes éternelles, lorsqu'en ce monde on est là de souffrir, l'amour vient seul à l'homme offrir ses ailes, et pour te suivre il me faudrait mourir.